Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. La fouille à nu systématique des détenus à leur admission est désormais interdite par une note de service de l'administration pénitentiaire. Les nouveaux arrivants ne seront plus totalement déshabillés et pourront garder leurs sous-vêtements lors des contrôles. Le directeur de l'administration pénitentiaire vise à humaniser une pratique qu'il qualifie d'humiliante et de dégradante. L'Assemblée nationale a mis en place 6 commissions d'investigation ciblant des secteurs clés, notamment la gestion du foncier, les cessions d'immeubles de l'État, la fiscalité, les licences de pêche ainsi que le programme informatique universitaire, un étudiant, un ordinateur. Et puis, déclaration de patrimoine, l'Office national de lutte contre la corruption va publier ce mardi la liste de toutes les déclarations reçues, celles des personnes qui sont en cours de vérification ainsi que les noms de ceux qui ont refusé de se conformer à la loi. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. L'administration pénitentiaire tourne une page dans ses pratiques de contrôle. Désormais, les détenus admis dans les établissements pénitentiaires ne seront plus entièrement déshabillés lors de la fouille. Une note de service signée hier par le directeur général de l'administration pénitentiaire qui encadre désormais ces opérations au nom du respect de la dignité humaine. La fouille reste autorisée, mais uniquement lorsque les circonstances l'exigent et dans les conditions strictement définies. Plus de détails avec Djibril Niane. Fin de la fouille à nu des détenus lors de leur admission dans les établissements pénitentiaires. La décision est actée par une note de service du directeur général de l'administration pénitentiaire datée hier lundi 10 août 2026. Jusqu'ici considérée comme une mesure de sécurité destinée à empêcher l'introduction d'objets ou de produits interdits en prison. La fouille demeure autorisée mais devra désormais être réalisée dans le strict respect de la dignité humaine. L'administration pénitentiaire reconnaît que la fouille à nu, tout comme certaines autres pratiques de contrôle, peut être vécue comme humiliante et dégradante. Elle rappelle que ces opérations doivent s'effectuer avec tact, sans brutalité et par un personnel pénitentiaire du même sexe que le détenu. Désormais, à l'arrivée des détenus, chaque établissement devra notamment désigner un responsable de la fouille et aménager des espaces de boxe individuels. La fouille systématique ne pourra être effectuée que lorsque les circonstances l'exigent. Surtout, les détenus ne devront plus être entièrement déshabillés. La fouille devra se faire en leur laissant leurs sous-vêtements. Une mesure présentée comme un renforcement de la protection des droits humains au sein des établissements pénitentiaires. Et l'Assemblée nationale est marquée en ce mois d'août par la tenue de la première session extraordinaire de l'année qui s'est ouverte hier. Le Parlement prévoit de mettre en place 6 commissions d'investigation ciblant des secteurs clés, notamment la gestion du foncier, les cessions d'immeubles de l'État, la fiscalité, les licences de pêche, ainsi que le programme informatique universitaire, un étudiant, un ordinateur. Cependant, cette session se tient dans un climat politique très tendu. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagna et de Cherti Janssen. Les députés se réunissent en séance plénière pour examiner un plus grand nombre de projets et propositions de textes importants. 6 demandes de commissions d'enquête sont sur la table. Sur les propositions de résolution de commission d'enquête parlementaire, le groupe parlementaire PASTEF en a déposé 5 concernant le foncier, notamment les lotissements et le domaine public maritime. On a noté beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Il y a également le patrimoine bâti de l'État avec des cessions pour le moins, en tout cas suspectées d'irrégularité. Nous avons également déposé une proposition sur la gestion des licences de pêche, une autre proposition de création de commission d'enquête sur le projet un étudiant, un ordinateur. Donc tout ce qui est cadeaux fiscaux. Donc, et ça nécessite également un éclairage de la part de l'Assemblée nationale. Donc l'opposition, quant à elle, a déposé une proposition de résolution qui porte sur le mécanisme TRS, qui est un mécanisme de remboursement de la dette. Donc, la proposition de loi sur la déclaration de patrimoine est dans toutes les lèvres. L'Assemblée en a profité pour aussi déposer une proposition de loi sur l'encadrement de la déclaration de patrimoine du président, comme vous le savez, concerne les députés, les ministres, les DG, les procureurs, les hauts fonctionnaires, mais ne régit pas le régime juridique du président de la République.
parce que cela relève du Conseil constitutionnel et non de l'OFNAC. Le député Thierno Alassane Sall estime que tout cela n'est qu'une farce. C'est du vol. Et je pèse mes mots. Et c'est pourquoi j'insiste. Sachant cela est dans une forme extrême de duplicité. Sonko avait dit « Quiconque dit que j'ai des fonds politiques verra avec moi ». Parce qu'il sait qu'on ne peut pas le prouver. Et aujourd'hui, il vient dire « Oui, les gens se gavent de fonds politiques. Quiconque a touché aux fonds politiques, c'est du vol ». Cette session extraordinaire se tient dans un climat politique particulièrement tendu, marqué par le bras de fer institutionnel persistant entre le camp présidentiel et le pouvoir législatif mené par PASTEF, sur fond de rumeurs et de menaces régulières de dissolution de l'Assemblée nationale. Bénédicte Sagnan, l'Assemblée nationale a donc ouvert sa première session extraordinaire de l'année avec un ordre du jour chargé de dossiers institutionnels, financiers et de gouvernance. Au menu, la modification de l'article 37 de la Constitution sur la déclaration de patrimoine des crédits spéciaux et des fonds secrets, ainsi que plusieurs commissions d'enquête, notamment sur la cession d'immeubles de l'État et le programme en étudiant en ordinateur. À l'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a apporté des précisions sur le déroulement des travaux. Ousmane Sonko défend la légalité de la convocation par le bureau de l'Assemblée nationale. Et puis, plus de 30 000 emplois auraient été supprimés dans plusieurs structures publiques et parapubliques. Une situation qui inquiète et qui fait désormais débat. À l'Assemblée nationale, le député Mbaye Dione interpelle le gouvernement et réclame des mesures urgentes afin de trouver des solutions en faveur des travailleurs concernés. Le point avec Mme Sornodramé. Le gouvernement interpellé sur la question de l'emploi. Dans une question écrite adressée ce lundi au ministre de la fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, le député Mbaye Dione alerte sur une vague de licenciements et de suppression d'emplois dans plusieurs structures publiques et parapubliques. Le parlementaire cite notamment le port autonome de Dakar, la LONASE, la CDC, l'AIBD, certaines universités, mais également le Radisson. Selon Mbaye Dione, plus de 30 000 emplois auraient été perdus. Un chiffre important qui soulève de nombreuses interrogations sur la situation des travailleurs concernés et sur les conséquences sociales de ces suppressions d'emplois. Le député demande au gouvernement de préciser les mesures envisagées pour permettre la réintégration des travailleurs lorsque celle-ci est possible. Il réclame également le paiement des salaires et rémunérations impayées, ainsi que l'indemnisation des préjudices subis. Mais Mbaye Dione ne s'arrête pas là. Il faut aussi connaître les mesures sociales d'urgence que l'État compte mettre en place pour accompagner les travailleurs concernés et leurs familles. Car derrière chaque licenciement, il y a un salaire qui disparaît, des charges familiales qui restent à payer et parfois tout un équilibre familial qui vacille. Le député demande donc des réponses précises au gouvernement sur l'ampleur de ces pertes d'emplois et sur les solutions envisagées. Plus de 30 000 emplois annoncés comme perdus. Derrière ce chiffre, ce sont des milliers de travailleurs, mais aussi des milliers de familles qui attendent désormais des réponses et des actes. Dans le débat public, l'on agite la dissolution de l'Assemblée nationale, une probabilité du couplage des élections législatives et des élections locales. Un calendrier, c'est le calendrier plutôt des élections locales. Mais en réalité, ce qui préoccupe les Sénégalais reste l'économie, l'emploi des jeunes, les réformes annoncées jadis par le gouvernement. C'est une réflexion de Mariam Sodendiaï. Le Sénégal entre dans une période d'incertitude politique et sociale, dissolution éventuelle de l'Assemblée nationale, possibilité de couplage des élections législatives et des élections territoriales, calendrier des locales et réforme du travail. Plusieurs dossiers sensibles se croisent, plaçant le pouvoir face à une forte attente de clarification. Selon une information publiée par Sénéweb le 17 juillet 2026, le président Faye aurait saisi le Conseil constitutionnel sur la faisabilité juridique d'un couplage des législatives et des locales, une hypothèse qui pourrait être liée à une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. Mais aucune décision définitive sur ce scénario ne semble à ce jour, à ce stade, officiellement établie. Dans le même temps, Aminata Touré estime que l'article 269 du Code électoral permettrait au chef de l'État d'organiser des élections locales au cours de toute l'année 2027, une lecture contestée par des adversaires politiques qui réclament, eux, le respect du calendrier attendu
attendue et dénonce tout risque de report. Au-delà de la bataille institutionnelle, une question se pose. Que changera ce calendrier électoral dans la vie des Sénégalais? Une nouvelle séquence électorale signifie-t-elle davantage de dépenses publiques ou au contraire une rationalisation des coûts si les scrutins sont couplés? Et pendant que les responsables politiques discutent de dates qui répondent aux préoccupations immédiates des citoyens, coût de la vie, emploi, salaire, pouvoir d'achat et accès aux services publics, le climat social ajoute une autre source de tension. Le Front syndical pour la défense du travail conteste les réformes envisagées des codes du travail et de la sécurité sociale et réclame davantage de concertation. Le Haut Conseil du dialogue social tente de renouer le fil entre les parties. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi se retrouver au cœur d'un moment politique décisif. Son appréciation, comme les choix du chef de l'État sur le calendrier électoral, pourrait peser sur la stabilité institutionnelle. Mais pour les Sénégalais, l'enjeu dépasse les urnes. Le véritable test sera de savoir si ces choix politiques et institutionnels amélioreront, oui ou non, leur quotidien. En politique, toujours, le mouvement Gëm Sa Bopp Les Jambar réclame un audit approfondi des finances publiques, la suppression des fonds politiques et le limogeage de Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique. Les membres du mouvement Gëm Sa Bopp Les Jambar ont déploré la spoliation de l'arène politique sans fixer la date des élections. Je vous propose de suivre Moussa Niang. Il est membre du mouvement Gëm Sa Bopp. Il est avec Ibrahim Khalil Djemé. Notre démarche est celle d'une opposition responsable. Dire la vérité, défendre l'intérêt national et proposer des solutions. Exiger la transparence et la reddition des comptes. La première rupture doit être celle de l'exemple des faits. La suppression des fonds politiques et des fonds spéciaux, insuffisamment soumis au contrôle public. Un audit exhaustif indépendant des fonds politiques et fonds spéciaux, gérés par la présidence de la République et la primature depuis 2024. Le renforcement des mécanismes de contrôle des finances publiques, la publication des informations requises par la loi sur la déclaration du patrimoine des ressources humaines concernées, en l'occurrence Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous exigeons le limogeage immédiat de Cheikh Tidiane Dièye et l'ouverture d'un audit exhaustif de sa gestion. Les inondations à Touba sont une preuve palpable de l'échec de la politique de prévention. Quand l'incompétence met les populations en danger, la responsabilité doit être assumée. Par ailleurs, les interrogations exprimées par l'État dans les débats publics au sujet de certains dossiers financiers impliquant des responsabilités publiques doivent recevoir des réponses claires. En plus bref, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption va publier ce mardi la liste de toutes les déclarations reçues, celles des personnes qui sont en cours de vérification, ainsi que les noms de ceux qui ont refusé de se conformer à la loi. Pour rappel, le 3 août, le président de l'OFNAC, Moustapha Ka, annoncé avoir enregistré un volume important de dossiers de déclaration de patrimoine dans les derniers jours précédant la date butoir du 31 juillet. Dans le reste de l'actualité, la saison des pluies est à la fois une période difficile et favorable pour les pêcheurs artisanaux. Si les conditions en mer deviennent de plus en plus difficiles et dangereuses, l'abondance des poissons leur permet d'augmenter leurs revenus. Une situation qui les pousse à continuer à prendre le large des côtes malgré les risques. C'est un reportage signé Khalifa Babakar Fall et Mohamedou Fallousek. En pleine saison des pluies, les pêcheurs artisanaux continuent de braver les conditions difficiles en mer. Vent, fortes vagues et pluie rendent leurs activités particulièrement éprouvantes. En mer, les pêcheurs font face aux vents violents et à de nombreuses difficultés. Beaucoup y ont perdu la vie, dont mon frère et 3 autres personnes, dont les corps restent introuvables. Pourtant, malgré ces difficultés, l'hivernage reste une période importante pour les pêcheurs. C'est durant cette saison que les poissons sont souvent plus abondants, leur permettant ainsi de réaliser davantage de revenus que pendant la saison sèche.
Pendant la saison des pluies, les poissons sont plus abondants, ce qui nous permet de gagner davantage d'argent. Malgré les risques, nous préférons donc continuer à pêcher. Chaque jour, ces hommes prennent donc le large, au péril parfois de leur sécurité, pour assurer leur subsistance et approvisionner les marchés en produits halieutiques. Nous sommes obligés d'aller en mer pour subvenir aux besoins de nos familles, car nous sommes leurs principaux soutiens. Malgré les contraintes liées à l'hivernage, ils restent déterminés à poursuivre leurs activités. Ils demandent toutefois au gouvernement de trouver des solutions durables pour améliorer leurs conditions de travail et assurer la sécurité en mer. Khalifa Fall, à l'approche de la 125e édition du Gamou de Tivaouane, le message des responsables religieux appelle à préserver le caractère spirituel du Mawlud, suscitant des réactions à Dakar. À la Médina, fidèles et habitants approuvent cet appel et fustigent même certaines pratiques liées aux réseaux sociaux, à l'habillement et à l'ostentation, estimant que la célébration doit rester avant tout un moment de recueillement, de dévotion et de commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est un reportage signé Sira Béatrice John et Falousek. À quelques semaines de la célébration du Mawlud 2026, la cité religieuse de Tivaouane a adressé un message clair aux créateurs de contenu lors du traditionnel point de presse consacré aux préparatifs du Gamou. Serigne Moustapha Sy Djamilka, maître coranique à la mosquée Djaraf de la Médina, a insisté sur le respect des recommandations du Khalif. Selon lui, la religion ne doit pas être associée au folklore, car le seul objectif du Gamou est de commémorer la naissance du prophète, paix et salut sur lui. On doit respecter les recommandations parce que c'est ce que Mam El Hajj Malik Sy nous a enseigné. Il accordait une grande importance à la religion, particulièrement à la tariqa. Nous prions donc pour que le bon Dieu nous accompagne et nous demandons aux pèlerins de veiller au strict respect de ces recommandations. La religion ne doit pas être associée au folklore. Parce que même son de cloche chez Abdoulaye Diagne. Selon lui, ceux qui se rendent à Tivaouane uniquement pour faire de l'influence sur les réseaux sociaux feraient mieux de rester chez eux. Le résumé de la réunion, et j'ai vu que le Khalif a beaucoup insisté quand même sur ces influenceurs. À défaut, peut-être s'il avait le choix, peut-être ces gens-là allaient rester chez eux et ne pas venir. Puisque aller à Tivaouane, c'est pour autre chose qu'un défilé de mode ou bien que d'influencer. Et puis je ne sais pas qui influencer. Serigne Moustapha Sy Djamilka invite également les pèlerins à respecter les recommandations de Maodo, notamment les heures de prière, le wazifa, entre autres, afin de ne pas passer à côté de la quintessence spirituelle de la nuit du prophète. Apprendre le Coran, faire la wazifa et prier ensemble dans les daïras. Il faut également veiller au respect des heures de prière. Abdoulaye Diagne dénonce par ailleurs l'ostentation sur les réseaux sociaux. Il cite notamment le fait de montrer sa fortune à travers son habillement, de filmer les repas et de les publier sur les réseaux sociaux uniquement dans le but de se faire remarquer. On n'a pas besoin de se faire voir. On n'a pas aussi besoin d'être extraordinaire. Et quand tu vas chez nous, nos parents, la haine, souvent ils sont toujours en blanc. C'est la pureté et c'est la sainteté. Donc on n'a pas besoin des tissus de valeur comme pour se faire voir. À Tivaouane, les responsables religieux appellent ainsi les pèlerins et les créateurs de contenu à privilégier la sobriété, le recueillement et les enseignements de Maodo afin que le Gamou conserve toute sa dimension spirituelle. La fin de la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page interne de ce journal. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'actualité internationale.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo est sous le feu des critiques après l'émission d'1,225 milliard de dollars de dette rebond. Si le montant est très attendu pour des projets, 4 mois après, une partie des fonds dort dans des banques sans être utilisés, alors que l'État doit payer des intérêts conséquents. Certains se demandent si Kinshasa n'a pas jugé ses besoins de manière prématurée et levé trop d'obligations. Et puis, à 1 an des élections présidentielles en Angola prévues en août 2027, la répression d'un meeting politique de l'opposition ravive les craintes d'un climat social tendu. C'était dans le nord du pays, dans la province d'Uig, lors d'un hommage organisé à l'occasion du 92e anniversaire du père fondateur de l'UNUTA, Jonas Savimbi. L'intervention de la police a fait 31 blessés, dont 10 graves selon le parti. Depuis, les réactions s'enchaînent en Angola. Et enfin, au Moyen-Orient, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FUNUL, a rapporté hier qu'Israël a lourdement frappé le sud du Liban le week-end dernier lors de l'une des vagues tirs les plus intenses depuis plusieurs mois dans la région. Dans un communiqué, la FUNUL alerte sur l'augmentation de ces frappes et sur les incursions israéliennes au sud du Liban. De son côté, Donald Trump a annoncé qu'il allait réclamer des compensations pour des actions menées par l'Iran ces dernières années contre ses adversaires à l'étranger ou contre des manifestants sur son sol. Le président américain a assuré que cette demande serait faite fermement dans toute négociation et en réponse à une exigence de longue date des autorités iraniennes qui conditionne tout accord sur le retrait, sur l'accord plutôt, de tout accord sur le détroit d'Ormuz au versement des réparations américaines. À présent, c'est la page sportive. Rebonjour à Alamine Senghor. Merci, rebonjour à vous Fatou Bendiaye, bonjour à toutes et à tous. Afrobasket U18, les Lionceaux connaissent leur adversaire en quart de finale. Qualifié donc en quart de finale de cette Afrobasket 2026 U18, les hommes avant leur dernier match hier donc dans ce groupe C, duel perdu d'ailleurs contre le Cameroun 46-49. Le Sénégal connaît son adversaire en quart de finale. Les Lionceaux donc vont défier l'équipe malgache qui a terminé à la tête de son groupe. Ils restent concentrés sur leur prochain rendez-vous avec l'objectif de poursuivre leur aventure dans cet Afrobasket U18. Donc je rappelle que les filles ont été éliminées. Le Sénégal, dans le cadre du beach volleyball, la CAN U18, le Sénégal a disputé 6 matchs ce lundi, donc hier pour la première journée de la CAN de développement de beach volleyball qui se tient présentement donc à Saly Portudal. 6 rencontres soldées par une défaite chez les filles en début d'après-midi. Après leur défaite inaugurale en début de la journée, la doublette Nafi et Awa a rebondi lors de leur rencontre ou leur deuxième sortie hier donc au tournoi face au Mozambique de 7-1. Les filles sénégalaises reviennent donc, en tout cas, ont davantage, encore une fois, donc remporté leur deuxième match, duel contre l'Égypte. C'est donc hier, en attendant donc la poursuite du programme dès aujourd'hui, aussi bien en hommes qu'en dames. Je rappelle que le Sénégal a présenté 2 paires en filles et 2 paires en hommes, en attendant donc le début des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Autre discipline, autre information, nous parlons de football avec surtout les jeunes Sénégalais dans le cadre du Mercato. Le milieu de terrain sénégalais, l'expérimenté Idrissa Gana Gueye, aussitôt après avoir signé au niveau donc de l'Arabie Saoudite, a démarré donc ses entraînements avec le club. Hier donc sur des images aperçues, nous avons vu donc l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye effectuer donc sa première séance d'entraînement hier donc après avoir été accueilli avec les honneurs au niveau donc de l'Arabie Saoudite. En attendant donc de voir parallèlement, sachez que le jeune Sénégalais, milieu de terrain, Bara Sapoko Ndiaye a effectivement, officiellement donc prolongé son contrat avec le Bayern de Munich jusqu'en 2031.
Eh bien, les yeux sont rivés sur le jeune Sénégalais, Lamine Camara de Monaco. Va-t-il quitter le Monaco pour aller en Angleterre ou pas? La question est posée en attendant donc de voir. En tout cas, sachez que le jeune fera son choix dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Le Sénégal est fixé. Les Lions de la Teranga affronteront le Mozambique à Dakar le 23 septembre avant de se déplacer à Addis Abeba pour défier l'Éthiopie le 27 septembre. À la tête de l'équipe nationale du Sénégal, pour l'instant, le directeur technique national Souleymane Diallo qui est pressenti pour assurer l'intérim et pouvoir donc mener le Sénégal durant ces deux premières rencontres des éliminatoires de la CAN 2027. Fatou Abdou Ndiaye, c'est la fin de cette page sportive. Merci beaucoup. Nous restons avec vous pour le dernier point de ce journal et c'est la revue de la presse. Bonjour. L'ouverture de la première session extraordinaire de l'année en cours est au menu des quotidiens ce mardi. Session extraordinaire de l'année sur fond de rivalité politique, le contrôle parlementaire, une exigence démocratique et non une offense à l'exécutif, s'exclame sur le quotidien. En effet, le Parlement a ouvert hier officiellement lundi 10 août la première session extraordinaire de l'année 2026. Au-delà des textes majeurs sur le Code du travail et la Constitution, le président de l'institution Ousmane Sonko a officialisé la création de 6 commissions d'enquête sur la gestion foncière, le patrimoine de l'État ou encore le scandale en étudiant un ordinateur. Recadrant les débats sur la légalité de la procédure, il a précisé que si les réformes sont votées en 15 jours, les enquêteurs parlementaires disposent de 6 mois pour faire toute la lumière sur ces dossiers sensible, ce qui fait que le journal Yoor affiche scandale financier et foncier. Sonko lance 6 commissions d'enquête, 5 textes majeurs et 6 commissions d'enquête au menu. Sonko défend la légalité de la session et fixe les règles du jeu. Le bras de fer est lancé selon enquête puisque Thierno Alassane Sall, député de l'opposition, et Aldiouma Sow attaquent la majorité. Ousmane Sonko de dire hier à l'occasion de l'ouverture, il n'a jamais été dit que les commissions d'enquête parlementaires vont se réunir et faire le travail dans les 15 jours. Cette présente session va ratifier simplement la demande de mise en place de la résolution. Elle va être ratifiée par la plénière. Ensuite, les commissions vont démarrer leur travail. Les rappels et quelques précisions du président de l'Assemblée nationale, renchérit Vox Populi à l'ouverture de la session extraordinaire. Ousmane Sonko défend ses dossiers, titre Le Quotidien. La bataille des textes, renchérit Sud Quotidien. Ousmane clôt le débat. Première session extraordinaire, les 7 initiatives du gouvernement zappées, informe l'As Quotidien. Sonko balaye donc toutes les amalgames. Selon Source A, les commissions d'enquête peuvent travailler pendant les sessions ordinaires ou extraordinaires, mais également en dehors de ces sessions. De la polémique, il y en a hier. Après l'ouverture de cette session extraordinaire, 34% des députés ont manqué à l'appel. Aldiouma Sow, ministre conseiller, de dire que l'absentéisme est un désaveu, là où Amadou Ba, député de PASTEF, précise sur les 130 députés de PASTEF, 19 ont envoyé des excuses légitimes et acceptées. Propos repris et mis en exergue par le quotidien Walf. Ce même quotidien revient sur un sujet également mis en exergue par beaucoup de quotidiens. Dans les établissements pénitentiaires, finit la fouille sauvage des détenus. Info confirmée hier par l'administration pénitentiaire du Sénégal. Fin de la fouille à nu. Titre Le Quotidien sur soi. Certaines pratiques doivent être davantage humanisées, particulièrement lorsqu'il s'agit de la fouille à nu. Dans sa note, le directeur général estime que cette procédure peut revêtir un caractère humiliant et dégradant et porter atteinte à la dignité humaine, même lorsqu'elle répond à un impératif de sécurité. Gestion des prisons, la fin des fouilles à nu. Titre Le Quotidien. Fin de la fouille à nu.